Il faut la Chine, le Japon. Je connais aussi des officiers de l'armée de l'air qui ont été formés en Chine pour piloter des avions supersoniques. Mais je me demande, est-ce que ces jeunes-là arrivent à toucher du doigt à ces avions? Puisque si j'ai bonne mémoire, entre-temps, c'est un ami à moi quand même. On causait, il me disait que, ah mon frère, lui, des fois il est là, il rit. Comment se fait-il que quelqu'un peut aller piloter un avion allant de 1000 km/h et revenir ici faire face à des engins de 500 km/h? C'est un exemple banal, il a donné, parce que je ne maîtrise pas bien leur kilométrage. Bon, là, c'est là que j'ai compris, quand on parle d'avions supersoniques, là j'ai compris l'idée qui est derrière. Ça dit que on amène les gens à apprendre des choses, de nouvelles technologies, mais pourtant au pays, il n'y a pas ces appareillages, il n'y a pas ces outillages. Pourquoi? Donc, il y a aussi ce genre de choses qui arrivent. Si réellement on fait former des officiers chez les Blancs qui ont des diplômes et revenir au pays, comme notre frère vient de dire, c'est une idée très très capitale que normalement il devrait. C'est-à-dire, pourquoi tu es rentré dans l'armée? Il ne suffit pas de dire amater et ils prennent les armes pour tirer ou casser les gens. Non. Mais l'idéologie derrière la chose, c'est ce qui est important. Voilà, c'est l'aspect que j'avais oublié, je voulais ajouter à ce que mon frère a dit. Là, vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Oui, je finis juste une petite phrase pour dire que justement, ces formations, ce n'est pas nos pays qui le suscitent, c'est l'Occident qui le suscite. Et il demande à ce qu'on envoie ces gens-là en formation. C'est pour ça, quand ils sortent de Saint-Cyr en France, par exemple, ici, on tient ces gens-là comme des pions qu'on utilise dans le pays. Quand tu regardes tout ce dont tu parles, les grands officiers, c'est des pions dans nos pays. Tous ceux qui ont fait Saint-Cyr, aujourd'hui même, on était sur le panel où j'étais, ils se demandaient, est-ce que dans quelques années, il ne faut pas renoncer à cette histoire de formation des officiers à l'extérieur, dans la mesure où une formation militaire, elle peut se faire dans le pays, tout simplement en cherchant à avoir les moyens et le matériel qu'ils vont utiliser pour combattre. Mais les pensées idéologiques qu'ils vont développer, comme l'art de guerre, comment combattre en temps de guerre, ce n'est pas un autre pays qui va te le donner. Ce pays-là, il va plutôt t'utiliser contre ton pays pour pouvoir te détruire. Pour détruire ton pays. Quand tu ne coopères pas, on t'élimine. Regardez, vous avez parlé de Madjulba, qui était un des cerveaux à ce niveau. Où est-ce qu'il a fini? Quand on n'avait plus besoin de lui, quand on a vu qu'il veut se réveiller, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il est quelque part, paix à son âme. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tompe. Monsieur ou Madame Nirose, bonjour, bonsoir. Bonsoir, François Le Panel. Maman Mirose, bon, bienvenue. Il y en a plus de votre nouvelle. Je suis là, je vous écoute du matin au soir, c'est question de temps, mais je vous écoute. Quand je me lève jusqu'à mon coucher, je vous admire, je vous envoie que des éloges à tout le monde de cette lutte. Merci à vous, merci, mille fois merci à tout le monde. Alors, je viens ici juste pour s'il faut parler de le pays, les militaires. J'ai tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout raconter non plus. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué que je souhaitais partager avec vous. Il y a une année, je suis allée en vacances. Et comme vous le savez bien, quand tu arrives à l'aéroport, on te fouille, etc., etc. Donc, une fois que je suis arrivé à Lomé, j'ai passé une nuit et je devrais me rendre au village. Et parmi mes bagages, j'arrive à Temidja. C'était comme si j'étais à l'aéroport. Ils m'ont arrêté, ils m'ont fouillé, refouillé, alors que j'avais tous les papiers, le passeport, le billet d'avion, je les ai montrés, mais rien à faire. Et ce jour-là, j'étais tellement calme, je les ai laissés fouiller, je savais qu'ils voulaient de l'argent, mais je n'ai pas sorti un centime.
C'est pas parce que je suis radine, non, je me suis dit, tu n'as rien à cacher, laisse-les faire. Et en plus, ils m'ont tellement fouillé, à un moment donné, il faisait nuit, il n'y avait pas de lumière, rien du tout. Quand ils en avaient marre, j'ai plié mes bagages et on est parti en voiture. Deuxième, c'est mon dernier voyage que j'ai fait. Je suis arrivée parce que depuis ici, j'ai vu comment ils ont installé les statues des Amazones au Bénin. Donc je me suis dit, le jour où je viens au Togo, j'irai au Bénin voir les Amazones. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une journée, j'ai fait juste un aller-retour. Moi, je n'avais jamais été au Bénin. Je voulais juste voir les statues. Donc je suis arrivée au Bénin, je suis passée tranquillement, sans problème. Je suis ressortie, mais arrivée à la douane, je ne sais pas comment ils appellent ça, avec les policiers togolais. Ils m'ont fait tous les problèmes du monde, comme par hasard. Donc je me demande, on dirait que c'est écrit sur le front de certaines personnes. Ça, c'est des choses que je peux passer parce que tous les jours, tous les ans que je viens au pays, j'ai notre histoire avec eux. Mais bref, même jusqu'à mon retour, le jour où je rentrais en France à l'aéroport, il y a, je ne sais pas si c'est un douanier ou un policier, comme j'étais accompagné avec les Européens, il me posait les questions, est-ce qu'il a donné la dot? Est-ce qu'il a donné la dot? Je ne comprenais rien. Je dis, mais de quoi elle parle? En plus, c'était une femme. Alors mon ami dit, c'est quoi? J'ai dit, fais pas attention, c'est des sous qu'ils veulent. Et lui, il voulait s'énerver, comme c'est un Européen. Il ne comprenait pas, c'est moi qui ai dû lui calmer pour ne pas montrer la misère du Togo. Pour moi, c'est comme si c'est les gens qui font la manche, quoi. C'est les gens qui mendient. Pour moi, les policiers au Togo, c'est des mendiants. Donc tout ça, ça passe. Bref, on sait très bien qu'ils ne sont pas bien payés, on le sait. Mais pourquoi ils ne réclament pas leur salaire qu'ils doivent au gouvernement? Pourquoi ils sont en train de mendier chez les pauvres personnes comme nous, comme vous, comme toi? Pourquoi on ne comprend rien du tout alors que dans nos familles, on sait qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires, nous tous on connaît ça. Mais j'aimerais leur faire savoir que quand dans ce que vous ne savez même pas, pendant le recrutement, apparemment, c'est sûr et certain, il faut soudoyer les hauts placés avant qu'on te prenne dans le... Parce que moi-même, j'ai des gens qui m'ont demandé, tu peux me donner des sous parce que j'aimerais me présenter pour devenir militaire. Il faut donner des sous, des sous de table avant qu'on te prenne dans l'armée. Donc les gens qui ont la niaque, qui veulent servir le pays, s'ils n'ont pas l'argent pour soudoyer les dessous de table, on ne te prend pas. Donc les gens qui connaissent quelqu'un, qui n'ont même pas dévoué à servir le pays, on les prend. C'est pour ça qu'on voit n'importe qui militaire, quoi. Bon, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je suis désolé, je sais qu'il y a des bons, il y a des malhonnêtes. Bon, en même temps, je vais profiter pour cette occasion pour faire appel à toutes les femmes, des policiers, gendarmes, toutes les femmes de dire à leur mari qu'ils ont des enfants. Et cette lutte, c'est nous tous qui devons participer à cette lutte. C'est pour la libération du peuple. Et qui dit peuple veut dire tout le monde. Donc leurs enfants sont jeunes ou âgés ou pas âgés ou leurs petits-enfants. Il faut qu'ils soutiennent cette lutte, qui dit à leur mari ce qui va se passer le jour où il y a un soulèvement, ce qui doit se passer. Parce que sinon les femmes sont coupables aussi. Et nous tous, nous sommes des Togolais, des Togolaises. Et je fais appel aussi à des femmes battantes au Togo, parce que je connais beaucoup de femmes battantes. Cette lutte nous appartient aussi. Il faut qu'ils se lèvent. C'est le moment ou jamais. Parce qu'on est là en train de prier jour et nuit, que Dieu. Peut-être c'est le moment que Dieu est en train de nous ouvrir la porte. Donc c'est maintenant qu'il faut rentrer sur cette lutte pour qu'on puisse libérer notre pays. Notre pays a besoin de nous. Donc je demande à toutes les femmes battantes, si on dit les femmes battantes, c'est le moment. Vos enfants,
vos hommes, tout le monde le joue, il y a le mot d'ordre, n'hésitez pas à sortir. Cette lutte appartient à tout le monde. Que tu fais partie de unir, de pas unir, de je sais pas quoi, parce que moi je connais pas la politique togolaise, je connais même pas les noms. Mais cette lutte c'est pour tout le monde. Une fois on a libéré notre pays, on peut retourner dans nos partis politiques. Pour le moment, on a besoin de tout le monde. Et je redis et je répète, les femmes battantes, s'il y en a une parmi vous qui m'entend, appelez les autres et dites-le qu'il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je serai même à votre place, je n'attendrai même pas le mot d'ordre. Parce qu'il est temps que nous, les femmes battantes, on se lève pour montrer que nous sommes des femmes battantes. Parce qu'on voit qu'au Togo, vous m'excusez de l'expression, il n'y a pas assez d'hommes qui ont les couilles. Donc les femmes, levez-vous. Levez-vous aujourd'hui. Et si les femmes qui ont des couilles veulent nous défendre, ils se mettront avec nous. Voilà mon fin de mot. Excusez-moi, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Madame Mirose. Monsieur Polyglotte, j'ai une question. Madame Mirose, les forces de l'ordre, je pense que ce sont les militaires, qu'on voit devant les boutiques, enfin, quand je dis boutique, c'est pas les petites boutiques, mais devant certaines, comment dire ça, ouais, certaines, je sais pas comment appeler ça. Pas les institutions non plus, en tout cas les militaires qu'on peut voir faire la sécurité. Est-ce que ce sont les vrais militaires, mais c'est des gens qui sont les gens de la sécurité qui s'habillent en militaire? Ça, c'est ma première question. Maintenant, ces gens-là, quand ils vont travailler devant ces, entre guillemets, institutions, ils sont payés par... l'État les paie ou c'est gratuit ou comment ça se passe en fait? Par exemple, une agence de voyage ou je sais pas quoi, tu peux voir un militaire là-bas. Est-ce que c'est un vrai militaire ou c'est un agent de sécurité qui s'habille comme un militaire? Et si c'est un militaire, est-ce qu'il est payé par l'État ou par l'entreprise devant laquelle il fait la sécurité ou bien c'est gratuit? Bon, je ne sais pas si c'est une question déplacée, mais c'est ma curiosité. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, on vous attend, ma tata. Voilà, je veux savoir. Bon. Comme on parle de moi, je ne connais rien sur eux, donc je pose la question. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, je suis secondé par mon frère Toubou. On va faire le travail. Et au fait, vous voyez que, à vrai dire, devant les institutions, comme vous venez de parler, que ce soit les banques, que ce soit les agences de voyage, que ce soit les immeubles et autres privés, tout ça là, et chacun prend bien soin de recruter les agents de sécurité privés et d'autres qui trouvent que ce n'est pas tellement safe, ils demandent aussi l'appui venant de l'armée. Et là-bas, c'est l'état-major qui gère. Et donc, si l'état-major gère, sûrement que c'est à l'état-major que ces propriétaires-là devraient payer. Alors, ça rentre dans une mission. C'est comme tout autre travailleur, que tu sois de la fonction publique ou privée. Quand tu veux faire une mission, il faudrait qu'on te garantisse la feuille de route, tout ça là, les primes que nous en connaissons. Donc, alors, j'ose croire que lorsqu'ils sont déployés vers les banques, les agences de voyage, tout ça, les autres, ça doit être signé comme mission et ils devraient percevoir l'argent là. Comme il avait expliqué la fois dernière quand on était en train de parler du port autonome de Lomé où on loue des militaires pour garder les bateaux qui sont sur la mer et on les donne 10 000 francs ou 15 000 francs plus du lait. Donc c'est comme prime de mission ou bien indemnité de mission, je ne sais pas trop. Sauf que l'argent même devrait être versé à l'état-major. Et donc, quand les soldats reçoivent leur prime de mission, c'est fini. Le reste, on ne sait pas comment ça se gère. C'est un peu ce que je connais de la chose que je peux dire là. Si tout le monde aussi a quelque chose, il peut y ajouter. Oui, je vais te compléter mon frère. Comme tu dis, en réalité, on n'a pas vraiment une visibilité claire de cela.
déjà en tenue. C'est déjà en tenue. Des fois, il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui s'habillent avec des tenues, on dirait, c'est des forces de l'ordre. Et il y en a qui sont tout simplement des anciens militaires, en fait. La plupart des retraités vont se mettre à l'écart et attendre Est-ce que c'est mon réseau ou bien c'est chez M. Tohubohu? Son micro est muté, je ne sais pas pourquoi. Il a muté. Ah, qui l'a muté? C'est peut-être lui-même, il a fait. Attends. Oui, allô, oui, Ouais, excusez-moi. ouais, votre micro était muté, donc on n'a pas entendu ce que vous avez dit. de muter ça. D'accord, bon. Ok, je reprends. Je disais bien que, en fait, on a tout un... Enfin, c'est flou, la sécurité. Puisqu'on a, en fait, déjà en tenue, on se demande est-ce que c'est des militaires, enfin, c'est des forces de l'ordre, comme on dit FDS, ou c'est des civils en tenue. Et on a un peu de tout. C'est un fourre-tout. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un non-État, cet État. En ce sens que des militaires à la retraite, par exemple, des officiers, certains officiers à la retraite, vont créer des sociétés de sécurité. Puisqu'ils étaient déjà dans la machine gouvernementale, ils ont des relations, ils vont créer une société de sécurité et on les envoie, tous les retraités, tous ceux qui prennent la retraite, jeunes ou moins jeunes, on leur donne les coordonnées et ils vont là-bas, soi-disant, pour continuer à travailler et gagner leur pain, puisque en réalité, les militaires togolais à la retraite ont une retraite de misère. Une retraite de misère. Pour vous dire qu'il y en a qui n'arrivent même pas à avoir 25 000 par mois comme retraite. Donc, et des fois, c'est à l'âge jeune, puisque normalement, quand tu rentres dans l'armée, quand tu n'es pas sous-officier déjà, c'est 15 ans et tu peux partir à la retraite. Donc, ces gens-là sont là à la disposition et il y a maintenant des gens qui profitent sur leur dos, des anciens officiers à la retraite, qui créent des sociétés de sécurité. Je prends par exemple le cas de Jerry Tama qui est parti, qui a une société de sécurité aussi, qui embauche des gens. Et c'est des anciens militaires qui va prendre pour mettre devant les institutions. Donc, ces gens-là, comme au Togo, rien n'est regardant, la personne peut prendre des vieux tenues de l'armée qu'il avait et venir travailler avec. On va le considérer qu'il est toujours dans l'armée, alors qu'il n'est pas dans l'armée. Ou, quand on voit vraiment des vrais militaires en fonction devant une institution ou bien devant je dirais, ouais, c'est des institutions, de toute façon, les banques et autres, c'est des gens qui ont un contrat avec la banque, mais qui passent par l'état-major, comme a dit mon frère. C'est l'état-major qui met à disposition ces gens-là. Ces gens-là signent un contrat avec la personne qui a la société de sécurité, ou bien l'état-major signe un contrat avec la banque, par exemple, de la BTCI, par exemple. Ils signent un contrat avec eux. L'argent qui arrive pour leur payer, c'est une grosse somme. Ils le prennent. Et ceux-là, comme ils cherchent juste de quoi s'en sortir, on leur donne des misères. Des fois un peu plus seulement que leur salaire état militaire, on leur fait un petit surplus, alors qu'ils sont encore dans l'armée. Donc ça veut dire qu'ils ont leur salaire de l'armée et on leur donne un petit plus pour leur dire voilà, tu vois, tu es en mission et tu gagnes. Comme ça se passe aussi pour les missions onusiennes et tout ça, quand ils partent, c'est la même chose.